session d'information vespérale sur la RTGA, le sommaire. L'établissement public Transport au Congo sera doté bientôt d'un conseil d'administration. Le ministre des Transports et Voies des Communications a annoncé une série de mesures prises suite à un mouvement de grève des conducteurs dont la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée. Et puis, zoom sur l'avenue du commerce transformée en poubelle publique. Une situation qui inquiète plus d'un Quinois car le déchet déversé dégage une odeur nauséabonde et cela à quelques encablures de l'hôpital général de référence de Kinshasa et de l'hôtel de ville. Enfin, ils ont été immortalisés à Kalemi. Jason Sendwe, premier dirigeant politique du Nord Katanga, et Stéphane Kaosé, premier prêtre noir de la RDC, le vice-gouverneur de la province du Katanga, a réfectionné leur tombe à Kalemi. Question de reconnaître leur haut fait pour la RDC et pour le Katanga. Voilà, je viens à peine de l'annoncer, bientôt une mise en place d'un conseil d'administration à Transco, la mise en place d'une commission mixte composée d'experts du ministère du Travail, des agents des Transco, à savoir conducteurs, percepteurs et contrôleurs, et de la signature d'un contrat à durée indéterminée. C'est entre autres des mesures urgentes prises vendredi par le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba. C'était lors de l'entretien qu'il a eu avec le personnel de cet établissement public Transport au Congo, faisant suite au mouvement de grève déclenché par son personnel lundi. Neftali Bamutala Ouseni et Suzy Kibira Omari pour le commenter. Comme promis, le ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Justin Kalumba Mwanangongo, a fait le déplacement de la commune de Massina où il s'est entretenu le vendredi 8 mai avec le personnel de l'établissement public Transport au Congo. Au menu de cet entretien, faisant suite au mouvement de grève déclenché et stoppé le même lundi 4 mai, la réponse au mémorandum contenant les principales revendications exprimées par les équipages. Il était question pour le ministre qui assure la tutelle de répondre aux préoccupations des équipages qui se sont plaints, entre autres, de ne pas jouir du congé annuel, du manque d'efficacité de la délégation syndicale, de travailler sous un contrat à durée déterminée, de l'écart de salaire entre le personnel administratif et celui du réseau. Ce référent mémorandum qui lui a été remis, Maître Justin Kalumba Mwanangongo a annoncé comme mesure urgente la mise en place d'un conseil d'administration, une commission mixte composée d'experts du ministère du Travail, des agents de Transco, à savoir les conducteurs, percepteurs et contrôleurs, pour le suivi de la performance, la signature d'un contrat à durée indéterminée, la mise en œuvre du roulement des congés annuels et l'octroi d'une prime d'encouragement à chaque membre d'équipage. Cependant, le ministre a rappelé en ce qui concerne l'augmentation de salaire que cela dépendait du rendement de chaque équipage. Il les a invités à redoubler d'efforts pour qu'il y ait moins de fraude à bord des bus et à atteindre le taux de remplissage requis, car en effet, ce sont les bus qu'eux-mêmes conduisent qui constituent l'unité de production de Transco. Et puis, cap vers le Parlement, la question achoppe à l'Assemblée nationale. La motion incidentielle est au centre d'une controverse à la Chambre basse du Parlement. Les uns pensent qu'elle est mal utilisée par certains élus du peuple pour casser les initiatives de contrôle parlementaire. D'autres, par contre, préconisent une relecture du règlement intérieur afin de clarifier l'esprit et la lettre de ce texte qui réglemente le fonctionnement de cette Chambre parlementaire. La synthèse de regard des uns et des autres dans ce reportage de Martin Kayembe et Georges Bakaba-Kangese. La motion incidentielle est celle qui intervient avant, pendant et après la question principale qui est à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Mais l'utilisation de cette disposition du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement ternit l'image des élus directs du peuple congolais. Le cas le plus récent est celui de la motion de défiance adressée au vice-premier ministre, ministre de PTNTIC, où les 4 groupes parlementaires de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux de la Chambre basse du Parlement. Sur cette question, d'autres membres de l'opposition ont fustigé la démarche sans consulter tous les députés de leur groupe. Concerne
Cette situation a conduit à réfléchir s'il faut débattre d'une motion de défiance en l'absence de son auteur et le député national Boutakile n'en trouve pas d'inconvénient. Emery Okunji, par contre, défend un autre point de vue et opte pour le rejet pur et simple de la motion en l'absence de son initiateur. Ça n'appelle même pas de débat, honorable président. À partir du moment où les collègues qui ont endossé la motion n'est pas là, eh bien la motion est rejetée. Ce tiraillement de vue ne fait que ternir l'image de cette chambre parlementaire, a soutenu le député national Henri Thomas Lokondo. Je sais que chacun de nous a la liberté d'écrire ou de retirer ce qu'il a écrit. Mais par respect à vous-même, le bureau, et par respect également aux amis qui sont ici, les signataires de cette motion auraient dû quand même vous écrire plus tôt pour que nous soyons fixés en quittant nos maisons qu'on n'aura pas à traiter cette affaire. Puisqu'on a déjà décidé. Moi, je prends la parole ici pour demander, Monsieur le Président, qu'il y ait quand même, sur le plan de l'éthique, de la morale politique, une sanction morale. La sanction morale que je propose, Monsieur le Président, comme notre règlement est encore lacunaire, comme vous venez de le dire, c'est que le bureau doit écrire formellement aux amis pour exprimer son indignation au nom de la plénière et lire cette lettre ici à la plénière. En définitive, le président de l'Assemblée nationale, Obem Inakou, propose la mise sur pied d'une sous-commission au sein de la commission politique et juridique pour revoir quelques dispositions du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Vous avez la parole, chef collègue. Et on va parler d'autre chose. La médiation et le déploiement des dispositifs sécuritaires seraient des solutions pour mettre fin aux résurgences des conflits interethniques à Nyunzu dans le nord Katanga. Le ministre provincial de l'Intérieur vient de séjourner dans cette partie de la province. Le détail avec notre correspondant Mandela Longa. La résurgence des conflits intercommunautaires a dépêché le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga au cœur du territoire de Nyunzu, à plus de 190 km à l'ouest de Kalemi. Juvenal Kitungwa est parti se rendre compte de la situation sécuritaire dans cette partie du nord Katanga où Pygmées et Bantou Balubakat s'affrontent. De son passage à Kalemi, il s'inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire à Nyunzu. Selon lui, le gouvernement provincial doit agir en deux directions, la médiation et le déploiement du dispositif sécuritaire. Sur place, après avoir écouté les uns les autres, nous nous sommes rendus compte que la situation, au lieu de s'améliorer, la situation ne fait que se dégrader. Nous avons pris la décision de venir ici au chef-lieu de la future province pour que nous puissions prendre des mesures sécuritaires nécessaires afin de rétablir l'ordre, la paix et le calme au niveau du territoire. La situation humanitaire étant devenue plus que préoccupante du fait de l'afflux des déplacés Pygmées et Bantous au centre de cette cité, les agences des Nations Unies doivent plus marquer leur présence. Jusque-là, aucune de nos sources n'est en mesure d'établir le bilan de ces affrontements, mais il est rapporté une présence nombreuse de blessés à l'hôpital général de Nyunzu. Le ministre provincial de l'Intérieur a amené un blessé admis en chirurgie à l'hôpital général de référence de Kalemi. Celui-ci a vu un groupe de pygmées lui administrer une flèche en plein dos qui le place entre la vie et la mort. Kalemi, Mandela Longan-Tutula pour la RTGA. De retour à Kinshasa, le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en République démocratique du Congo, c'est le thème du projet dont l'atelier a été lancé vendredi par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représenté par son directeur de cabinet adjoint, cadre de la cérémonie Hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Reportage Dieudonné Sidia, Georges Bakabakangese et Ben Mondo. Les femmes et les enfants sont appelés à comprendre la question du changement climatique. Ce vœu du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'est traduit par le projet renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants. Dénommé projet PANA AFE, il contribue à l'exécution du programme d'action nationale pour l'adaptation du pays au changement climatique. Il tient à l'adaptation à la base de la communauté axée sur les besoins des femmes et des enfants, financé par le programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 5 125 000 $ américains pour une durée de 5 ans. Ce programme va de 2015 à 2020.
Il concerne 4 provinces de la RDC, le Bas-Congo, le Katanga, le Bandundu et les Kasaï orientales. Je ne dirais pas qu'en quoi se justifie ce nouveau projet, parce qu'il vient dans le prolongement d'un projet qui a été exécuté avant, le projet d'adaptation du secteur agricole au changement climatique. Mais la particularité maintenant, c'est qu'on met une incise sur l'action des femmes et des enfants, qui seront les principaux bénéficiaires dans le cas de la mise en œuvre de ce projet. Le projet apportera des moyens afin que les femmes assurent essentiellement la transformation des produits agricoles et soient encadrées de façon à pouvoir générer des revenus qui leur permettent de s'occuper davantage de leur ménage. Il a pour objectif d'améliorer les capacités d'adaptation des producteurs et ménages ruraux, question de réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance des communautés bouchées par les changements climatiques. Ce projet est structuré autour de 2 composantes qui sont les pratiques résilientes de diversification pour la sécurisation des ménages et le développement des capacités clés pour mener des activités de résilience au changement climatique. Et puisque nous parlons des questions environnementales, que dire de l'avenue du commerce transformée en poubelle publique? En tout cas, c'est la question que tout le commun de mortels se pose. Cette poubelle inquiète tout passant sur cette avenue parce qu'elle est située à côté de l'hôpital général de référence de Kinshasa. En effet, les déchets déversés sur cette avenue dégagent une odeur nauséabonde. Cette dernière pollue l'environnement. Il faut signaler que cette poubelle est aussi située non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa. Les autorités provinciales sont invitées à faire dégager cette poubelle pour permettre à la population et aux malades internés à l'ex-Mamayemo de respirer un bel air dans un environnement assaini. Parlons de la situation des enfants. L'ONG Save the Children et le ministère provincial de la Santé viennent de lancer le programme Signature Unis pour la santé des enfants. Ce programme concerne 4 zones de santé du Kasaï oriental. L'objectif étant de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Suivez. L'événement que nous réunit aujourd'hui traduit notre détermination à ouvrir davantage pour le bien-être des enfants congolais. Cette volonté affichée ne saurait cependant se réaliser sans engagement collectif et sans un partenariat innovant avec tous les acteurs de développement que vous êtes. À ce niveau de mon propos, je voudrais saluer à sa juste valeur GSK, qui ont accepté d'accompagner Save the Children à travers la signature d'un partenariat mondial visant à sauver la vie d'1 million d'enfants dans le monde et atteindre plus de 4 millions d'enfants ici en RDC. Et c'est grâce à ce partenariat que nous nous retrouvons aujourd'hui avec vous pour le lancement du programme intégré de la lutte contre les maladies de l'enfant en République démocratique du Congo. Le programme que nous lançons aujourd'hui arrive à un moment clé de l'agenda international. Save the Children prend toute sa place dans ces discussions, mais également dans l'action post-2015. Je suis ici comme femme, comme maman, et j'espère comme amie de vous qui voudrez améliorer la santé maternelle et infantile au Démocratique République au Congo. À niveau mondial, GSK crée que le succès de notre stratégie dépend au cours sur notre capacité d'innover des médicaments, vaccins et produits pour la santé et de rendre-le accessible pour toutes les personnes. Voilà, on va rester toujours dans la santé, n'ayez pas de doute, c'est une première. Le Viagra pourrait permettre de lutter contre le paludisme. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude publiée par un groupe de chercheurs et de scientifiques internationaux. Selon cette étude, la pilule bleue jouerait un rôle pour enrayer le cycle de développement du parasite responsable du paludisme. Suivez ce reportage de Fanny Anif Akasemwana, commenté par Patrick Mpezo Zaditi. Selon une étude publiée vendredi dans la revue PLOS Pathogens, le Viagra pourrait permettre de lutter contre le paludisme.
Pour les chercheurs et d'autres scientifiques de l'Institut Cochin, du CNRS, de l'Université Paris-Descartes, de l'Institut Pasteur et de l'École de médecine et d'hygiène tropicale de Londres, certaines molécules composant la célèbre petite pilule bleue pourraient bel et bien jouer un rôle pour enrayer le cycle de développement du parasite Plasmodium falciparum responsable du paludisme. Ce cycle se déroule en partie à l'intérieur du corps de l'homme et en partie dans celui du moustique anophèle dont seule la femelle peut transmettre le paludisme. Selon ces chercheurs, il existe des médicaments pour traiter les symptômes de la maladie. Mais pour l'éradiquer complètement, il s'agirait de bloquer la transmission du parasite entre son réservoir d'incubation, l'homme infecté, et un moustique piquant ce dernier, suçant son sang porteur de Plasmodium falciparum et disséminant ensuite le microbe dans la population. Par ailleurs, les chercheurs soulignent que si c'est la molécule composant les Viagra qui a été utilisée dans cette phase exploratoire, il n'est pas impossible qu'ils recourent dans leurs prochaines études des molécules voisines un peu différentes pour éviter par exemple les effets normaux du Viagra sur les mécanismes qu'il cible, soit l'érection. Ce d'autant que le Viagra ne peut pas être prescrit aux enfants qui demeurent l'un des groupes les plus vulnérables touchés par le paludisme. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 124 millions et 283 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2013. Ceux-ci ont causé 584 000 décès, soit une diminution de la mortalité de 47% au niveau mondial par rapport à l'année 2000 et 54% dans la région africaine. Cette diminution est le résultat de la distribution massive des moustiquaires et des tests de détection rapide de la maladie dans le sang. La plupart des décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans vivant en Afrique. Voilà, et à chacun de décider sur son sort. Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC, a remercié tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour le succès de la caravane présidentielle au Katanga. Les médecins et les journalistes ont rassuré l'épouse du chef de l'État de leur appui à toute initiative qui vise à donner le sourire aux Congolais. Suivez ce reportage. C'est ici dans la province du Katanga, plus précisément à Lubumbashi, qu'a eu lieu la deuxième caravane médicale présidentielle des soins chirurgicaux gratuits offerts par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'épouse du chef de l'État va procéder personnellement à la clôture de cette deuxième caravane qui a connu un succès total. Plus de 3000 personnes ont subi des interventions chirurgicales liées aux malformations faciales et autres tumeurs. Satisfaite du bon résultat, Marie-Olive Lembe Kabila va offrir un dîner auquel ont pris part le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, le ministre de la Santé publique Félix Kabange Numbi, Bijoukat, ministre du Genre, Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, les journalistes et tout le personnel médical qui ont accepté bénévolement de prêter main forte à l'initiative du couple présidentiel qui souhaiterait voir les populations accéder à des soins gratuits. Au cours de la soirée, les groupes folkloriques des différentes tribus de la province du Katanga ont esquissé des pas de danse, question pour eux de faire revivre à travers des chants leur culture. Un jour avant la clôture officielle de la deuxième caravane médicale présidentielle, la première dame de la République va partager dans une ambiance conviviale un repas avec tous les journalistes accrédités à ce grand événement, une manière pour Olive Lembe Kabila de remercier les chevaliers de la plume d'avoir eux aussi mouillé leur chemise pour la réussite à Lubumbashi de la deuxième caravane médicale présidentielle. De la province du Katanga, rendons-nous à l'actuelle province du Kasaï oriental, borner les zones d'exploitation du diamant en vue d'y installer des coopératives minières. Tel est l'objectif de la mission Amboujimaï d'une délégation du ministère national de Mines. L'objectif est d'établir la traçabilité de la production du diamant afin de mettre en place des statistiques nationales dans ce secteur. Le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a lui-même conféré avec cette délégation venue de Kinshasa. Annoncé dans le sommaire, le gouvernement provincial du Katanga vient d'honorer la mémoire de Stéphane Kaosé et Jason Sendoué respectivement, premier prêtre catholique noir de la République démocratique du Congo et premier dirigeant politique du Nord Katanga, deux figures politiques et spirituelles et donc emblématiques de la province du Katanga et de la République démocratique du Congo. Mandela Longa pour le reportage.
Tout un symbole au Tanganyika. Deux monuments politiques et spirituels viennent d'être immortalisés à jamais, ici au cimetière Sapin de Kalemi. Yav Tchibal, vice-gouverneur du Katanga, a inauguré officiellement leur pierre tombale. Avant tout, une messe a été célébrée en la cathédrale Christ et Roi de Maendeleo en mémoire de Stéphane Kaosé, premier prêtre catholique noir, et Jason Sendoué, premier dirigeant politique du Nord Katanga. Pour l'abbé Jean-Pierre Kabwende, curé de la paroisse, il est bien d'honorer ceux qui se sont sacrifiés pour les autres. Suivi d'une masse humaine considérable, la délégation du gouvernement provincial s'est ensuite rendue au cimetière Sapin où Jason Sendoué et Stéphane Kaosé reposent pour l'éternité. Après les rituels religieux, le vice-gouverneur du Katanga a présidé la cérémonie de dépôt de gerbes et des fleurs sur les tombes de Stéphane Kaosé, Jason Sendoué et ses deux co-mourants, dont son garde du corps Luther Kabila et son secrétaire Fortuna Kabangenumbi. Dans son adresse, le président de la fondation JSC No1 a révélé toute sa joie, sa tristesse, mais aussi rappelé l'histoire d'un Jason Sendoué pleine de prouesses. Il déplore en effet la frustration des autres co-mourants de Jason Sendoué le 19 juin de l'année 1964, dont le révérend pasteur Enoch Mwamba, le révérend Abbé Lambert, Paul Yumba et bien d'autres, en demandant la réhabilitation de leur mémoire et leur progéniture. Néanmoins, nous saisissons l'opportunité que nous offre la circonstance historique pour signifier aux autorités du pays et à la communauté internationale que l'œuvre du relèvement d'une icône, d'un patriarche socio-politique et idéologique ne peut à bon droit se limiter à la simple réflexion des tomes, d'autant plus que Jason Sendoué se veut immortel. Il mérite mieux que ce qui vient d'être réel. Pour le vice-gouverneur Yav Tchibal, il n'est pas tard d'honorer les grandes figures. Stéphane Kaosé est né en 1886 dans le territoire de Moba au nord Katanga et décédé en 1951, inhumé à Kalemi. Il a été nommé en 1917 comme premier prêtre noir de la RDC. À travers l'inauguration des pierres tombales de Kaosé et Sendoué, le gouvernement de Moïse Katumbi vient d'immortaliser la mémoire de ces deux grandes figures de l'histoire du Katanga et de la République démocratique du Congo. Depuis Kalemi, Mandela Longantutula pour la RTGA. En dehors des frontières nationales, la violence qui a suivi l'annonce du plébiscite de Pierre Nkurunziza au troisième mandat a suscité des interventions de la communauté internationale et régionale. Plus de 10 morts et des milliers de réfugiés ont traversé des frontières de pays voisins, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans ce climat, l'organisation des élections n'est pas favorable. Dixit Zuma, la présidente de l'Union africaine. Malgré ces tensions, le président sortant, Pierre Nkurunziza, a quand même déposé vendredi sa candidature à la présidentielle prévue le 26 juin de cette année et que d'aucuns qualifient d'incendiaire. La commission chargée d'organiser les élections a rappelé que la clôture des dépôts des candidatures à la présidentielle était prévue pour ce samedi 9 mai 2015 à 16 h. La suite s'annonce donc très compliquée pour l'opposition. La seule voie pour barrer la route au président sortant semble rester les élections. Ainsi donc, il faut affûter les stratégies démocratiques. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, d'abord le rappel de principaux titres. L'établissement public transport au Congo sera doté bientôt d'un conseil d'administration. Le ministre des Transports et Voies des Communications a annoncé une série de mesures prises suite à un mouvement de grève des conducteurs dont la signature d'un contrat à durée indéterminée. Et puis zoom sur l'avenue du commerce transformée en poubelle publique, une situation qui inquiète plus d'un Quinois car les déchets déversés dégagent une odeur nauséabonde et cela à quelques encablures de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Enfin, ils ont été immortalisés à Kalemi. Jason Sendoué, premier dirigeant politique du Nord Katanga, et Stéphane Kaosé, premier prêtre noir de la RDC. Le vice-gouverneur de la province du Katanga a réfectionné leur tombe à Kalemi. Question de reconnaître leur haut fait pour la RDC et pour le Katanga. Voilà, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette grande édition d'information. Merci d'avoir suivi et surtout, bonne suite de programme chez vous. Ce journal vous a été offert par RTL.
Le temps, c'est la durée qui peut être mesurée, mais en météorologie, ce mot signifie état de l'atmosphère. Suivez la prévision météorologique de ce dimanche 10 mai 2015. La ville de Goma fera 23 degrés température maximale et 16 degrés température minimale. Il y aura des orages chez vous. Vous aurez une pluie à partir de 11h jusqu'à 23h. Jusqu'à Kinshasa aura un ciel peu ensoleillé, une température maximale de 34 degrés et minimale de 24 degrés. Lubumbashi, vous aurez 25 degrés la journée, 12 degrés la nuit avec un ciel très ensoleillé. Bandaka fera 32 degrés la journée, 23 degrés la nuit, des orages, des pluies de l'après-midi. Njima, vous aurez 32 degrés température maximale, 20 degrés température minimale avec un ciel peu nuageux. Kaunanga fera 31 degrés température maximale, 21 degrés température minimale avec un ciel peu orageux. Kisangani, chez vous, il fera peu chaud. Vous aurez un ciel peu orageux, 34 degrés température maximale, 23 degrés température minimale. Et à Matadi, la température maximale s'élèvera à 32 degrés, le minimal à 23 degrés et le ciel sera peu nuageux. Bandundu, vous aurez 33 degrés la journée, 23 degrés la nuit. Les alternances entre nuages et éclaircies la journée. Et Kindu aura 30 degrés température maximale, 21 degrés température minimale avec des orages. Bukavu, chez vous, il fera 23 degrés la journée, 16 degrés la nuit. Vous aurez des orages. Voici, vous êtes prévenus, prenez toutes les dispositions. Au revoir, à la prochaine. En 2025, je vais créer un centre de recherche en biotechnologie en République démocratique du Congo. 2023, je veux permettre à tout Congolais d'accéder aux soins médicaux par la souscription à une assurance maladie. En 2017, je compte mettre en œuvre une structure qui réunit les talents congolais dans le but de promouvoir la culture congolaise. Nabambula mibale oyo ezali koya liboso na kotonga ONG na ngai oyo ekopesa biso nzela na mai ya peto na bamboka na biso ya kati. En 2018, je vais créer un réseau des informaticiens et développeurs pour maintenir le professionnalisme dans le secteur informatique en République démocratique du Congo. 2019, je vais investir dans la pêche industrielle afin que les Congolais consomment la production locale. 2020, ma contribution est d'implanter dans tout le pays